Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission Fans d'improvisation d'à travers le monde. Au microphone, Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Bonjour. Que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, c'est KUM, le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion, ça c'est podcast pour les intimes en français, sur un objet électronique près de chez vous. C'est peut-être votre premier épisode, donc ce qui est important à savoir, c'est que Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province, question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre sur des grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline McNally. Elle a joué avec l'équipe de Mathieu Martin à Dieppe pendant son secondaire, par la suite pour l'Université de Moncton, campus Moncton, avec la troupe d'improvisation exploratoire Les Impromptus, et a été entraîneur de l'équipe de l'école Louis-J. Robichaud de Shediac, ainsi que de l'équipe étoile de l'Université de Moncton, et est templière au Temple de la renommée de l'improvisation. Bonjour Caroline. Salut. Merci d'être ici. Merci de m'avoir. On est des vieux amis, là. C'est ce que c'est. Là. C'est une communauté d'improvisation. Tout le monde se connaît. On parlera avec Caroline de sa carrière d'abord. Dans la deuxième moitié, là, on parlera d'un sujet plus complexe que ta carrière, Caroline. le rôle des femmes en impro, historiquement, des débuts jusqu'à nos jours. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou le mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission en simultané. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Oui, on va les utiliser. Ben oui, exactement. Fait que sans plus tarder, Caroline, et ça, c'est pas une question du public, mais c'est la question qu'on doit poser à tout le monde en rentrant, là. Comment tu t'es embarqué dans l'activité qu'on appelle, là, l'impro match? Pour moi, ça a commencé ma dernière année du secondaire à Mathieu Martin. J'avais un collègue de classe, Mason Choulakian, que ça faisait plusieurs années qu'il faisait de l'impro, qui participait à la Gougoune. Oui, je l'ai arbitré au Club 6-12. C'est ça. Donc, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il joue, mais avait jamais gagné de Gougoune. Ça avait donné le défi de sa dernière année à l'école secondaire de gagner la Gougoune. Alors, il a recruté des gens, surtout des gens en théâtre. Ça fait moi, Emmanuel Robinson et quelques autres pour, dans sa tête, gagner la Gougoune. Ça fait, c'est un peu... on s'entend qu'habituellement, à l'école secondaire, c'est pas gagner qui est l'objectif, mais c'est comme ça qu'il m'a embarqué. Je sais pas si je connaissais ma nature compétitive, je sais pas trop. Ça fait, la façon qu'il m'a convaincu, c'est qu'il m'a apporté voir les matchs de la LIA. La Ligue d'improvisation acadienne qui jouait dans le temps à l'Empress, là, en haut du Capitole. Exactement. Pour me montrer c'était quoi. Et c'est là que j'ai décidé, oui, ceci, je trouve ça intéressant. Ça fait, à ma 12e année, j'ai embarqué. Notre entraîneur, c'était Mireille Haché. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Puis j'ai adoré ça dès le début. Surtout parce que, je pensais à ça aujourd'hui, en fait. Ce que j'aimais, c'est quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être écrivaine. Mais je trouvais souvent que j'avais pas les bons mots ou j'étais pas assez bonne en français. Je pouvais jamais finir une histoire. Tandis que l'impro, ça me donnait l'occasion d'écrire une histoire et juste sauter dedans. Puis là, j'avais pas d'excuses, je pouvais pas m'en sortir, fallait juste que je construise l'histoire sur la scène. Puis si tu finis pas, c'est parce que c'était une 3 minutes, là. Il y a un sifflet qui t'arrête. Oui, mais je peux pas commencer à brailler au milieu d'une impro, ça fait... T'es en train de dire que ça t'a jamais arrivé? Que j'ai jamais braillé? Dans le milieu d'une impro? Brailler de panique ou brailler de penser dramatique? Non, j'ai jamais... On s'entend que non. Parce que là, ça, la LIA, c'est évidemment, c'était la grosse ligue haut calibre. Oui, qu'on c'est a ça. eu, là. Ta première expérience devait être bonne. C'était de voir des joueurs comme Christian Siam, Bas Lévesque, toi, Michel Albert. Tu sais, vraiment, les vedettes jouer juste pour le fun, pour s'amuser. C'est vraiment ça l'expérience qui m'a lancé en impro. Puis là, vous avez gagné ce Gougoune-là.
On l'a gagné. Ce tournoi provincial-là, vous l'avez gagné. On l'a gagné, Fait que Mason savait qu'est-ce qu'il faisait. Oui, c'est sûr. Mais aussi, il nous a recrutés, mais c'est surtout que il a recruté ses amis. Tu sais, ça fait là, on a bâti une équipe. Puis pour moi, mon année, je devrais dire, au secondaire et mon expérience de Gogun, ça a toujours été faire des impros en équipe. C'était toujours nos meilleurs. Que quand on était tous sur la scène ensemble, tous dans l'arène ensemble, on jouait, puis ou rire sur le banc ensemble, ça c'était pour moi l'impro au secondaire. C'est-tu quelque chose qui a informé de la façon que tu as joué par après? Oui, ça a beaucoup informé à la fois comment j'ai entraîné mes joueurs du secondaire. C'était toujours un objectif pour moi d'avoir une équipe qui avait ce sentiment-là aussi, ce sentiment de faire partie d'une équipe, mais aussi participer à des tournois du secondaire en tant qu'officiel ou en tant qu'entraîneur ou en tant que juste présent là. Je pense les impros que j'ai toujours le plus apprécié des joueurs du secondaire, c'est ceux-là qui sont avec toute l'équipe. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'aussi au niveau des officiels, on essaie d'instaurer ce genre de sentiment de communauté, d'équipe, qu'on parle beaucoup des officiels comme une équipe. Mm-hmm. On dit des fois, on ricane un petit peu pendant des tournois, ce qu'on dit notre équipe a gagné, les officiels. J'ai jamais perdu un tournoi encore. Non, c'est vrai. Mais c'est en ayant justement ce sentiment-là de participer, de justement si tout le monde participe pas pleinement, il y a quelque chose qui manque. Il faut tout activement faire partie puis travailler pour être une genre de famille puis être sur la même longueur d'onde. Puis je trouve que c'est super important en improvisation. Parce que si on fait le pont là avec ta première année à l'université, parce que là, il faut que tu t'intègres à une nouvelle ligue où ce que tous ces chums-là, il y en a qui ont fini avec toi puis qui sont venus à l'Université de Moncton avec toi. Mais là, t'es plus dans cette équipe magique-là. Là. Y a-t-il une difficulté qui se crée? Ben oui, moi, en fait, ma première année à la Licume, ça a été un choc. Parce que les bandes sont électrifiées. Donc, déjà là. Surtout aussi que, puis là, j'empiète un peu sur la deuxième partie de l'émission, dans le sens que, tu sais, j'ai parti d'une expérience où on avait une équipe qui était très forte, puis qui travaillait ensemble, et que là, l'année suivante, mes coéquipiers étaient tout d'un coup ma compétition. Dans le sens que, tu sais, par exemple, Emmanuel Robinson, qui était une de mes meilleures chums, on est arrivé à la Licume, puis automatiquement, ils ont voulu créer une compétition entre moi et Emmanuel. On était deux nouvelles recrues. Dans deux différentes équipes. Puis j'ai eu la difficulté à m'adapter à ça. Puis je pense que c'est juste une fois dans ma deuxième année que j'ai pu retrouver ce sentiment-là de faire partie d'une équipe, que c'est là que j'ai vraiment commencé à performer. Puis éventuellement, toi, tu deviens une leader, là, parce que quand tu commences, tu sais même pas qu'est-ce qui est ta place dans tout ça. Ben c'est ça, puis c'est difficile, tu sais, t'arrives à l'université, tu te cherches en tant que personne, mais que là aussi tu te retrouves dans la Licume et tu te cherches comme joueuse. Ça fait, j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout, tu sais, tu dis que les personnes qui sont, tu sais là, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, eux savent comment ça marche, ça fait que tu les écoutes. Tu essaies de trouver un peu ta place de cette façon-là, mais malheureusement, tu aboutis à jouer des rôles que ça tente pas nécessairement de jouer. Tu te sens limité d'une façon, puis là, ça m'a pris, je dirais, 1 an et demi à trouver vraiment ma voie, à trouver ma place dans la Licume. Et c'est quoi cette voie-là et cette place-là? Mathieu? Je peux peut-être partir du moment où il y a un moment spécifique pour moi qui a tout débloqué. Puis ça, c'est ma deuxième année. Il y avait le tournoi de Richard Therrien. Puis l'équipe étoile de la Licume, ainsi que d'autres équipes invitées, participaient au tournoi. C'était à Edmundston. C'était un hommage à un développeur de l'impro dans cette région-là qui était décédé depuis une couple d'années. Tu jouais-tu avec la Lisa? C'est ça, c'est un peu ça. C'est la Lisa qui était dans le fond l'équipe de loser, dans le sens que les rejets de l'équipe étoile, tu sais, ils ont annoncé l'équipe étoile. Oui. Puis là, moi, Émilie Bellefleur, Élise Hamel, 3 femmes qu'on a décidé, on va faire une équipe, on va y aller, on va juste s'amuser. Tu sais, il n'y a pas de pression, l'équipe étoile est déjà faite. Vous n'êtes pas affilié à aucune autre ligue. On n'est pas affilié à rien, on va juste y aller participer, juste pour être là, puis s'amuser. Puis c'est vraiment dans ce moment-là, surtout Émilie et Élise, ils ont eu tellement une grosse influence sur moi,
et mon développement en tant qu'improvisatrice, simplement en étant elle-même. Parce que j'ai pu finalement voir des femmes qui, ça les dérangeait pas. On pouvait les assigner des rôles, puis non. C'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont faire de quoi d'autre. Élise est tellement intelligente. Elle a un jeu tellement intelligent. Mais à cause de ça, à cause qu'elle jouait pas les rôles typiques, dans ce temps-là, c'est plus pareil maintenant, mais dans ce temps-là, elle jouait pas les rôles typiques de femmes. Mais ce qu'elle faisait était tellement intéressant. Puis Emily aussi, Emily pouvait jouer, c'était incroyable. Elle pouvait aller de la fille la plus féminine au monde à un bûcheron dans 0.5 secondes. C'était impressionnant. Ça fait de voir ces femmes-là, qui étaient un petit peu plus âgées que moi, performer, puis pas se laisser déranger par les attentes, a eu une grosse influence sur moi. Moi, je suis revenue de ce tournoi-là avec ça en tête, que j'allais juste faire ce que moi je voulais faire. Tu sais, j'allais pas, tu sais, faut jamais dire non là en impro, ça je le sais, mais en même temps, quelqu'un dit va faire la blonde, c'est comme ok, je vais faire la blonde, mais j'ai une obsession avec du roast beef. Tu sais, de pas rapport. Tu sais, juste apporter une certaine touche à quelque chose qui est pas selon les attentes du public ou de certains membres dans le public. Parce que je dirais aussi que par le temps qu'on arrive à ta dernière année dans l'ICUM, je sais pas comment longtemps que tu as 4-5 années. Là. 4. 4? Juste 4? Oui. T'as pas fait d'impro pendant ta maîtrise, etc. C'est ça? Non, j'ai pas fait d'impro pendant ma maîtrise. J'ai été entraîneur. Ben, avant de se rendre là, ta dernière année dans la LICUM, tu jouais dans une équipe, là, je sais pas comment la décrire parce que vous aviez des caucus télépathiques. C'était un peu, c'est un peu la chimie que tu décrivais au secondaire. Là, à l'université, là, quand tu étais une des plus vieilles, quand tu pouvais, je sais pas, qu'est-ce qui était la magie de cette équipe-là, là, qui faisait des choses, je dois dire, comme incroyable ou ce que votre choix dans la manière de, donc vous choisissez l'auteur que vous voulez. On va faire James Joyce, que si jamais vous avez lu du James Joyce, y a-t-il du monde qui ont lu du James Joyce? C'est ça la question, parce que c'est tellement codé puis étrange puis difficile. Puis là que tout le monde, votre équipe est capable de réussir ça, malgré le fait que tu étais la seule qui avait lu du James Joyce dans un cours pendant cette année-là, puis toutes les autres savent pas. C'est arcane cette affaire-là. Mais que vous étiez capable de réussir ça, puis de faire quelque chose d'intéressant, puis on dirait que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Comment on se rend à ça? Ça prend longtemps. Je pense que ça prend... 4 ans, finalement. Ça prend 4 ans pour se rendre. Non, l'année où j'ai été capitaine des Verts, c'est ça, ma dernière année, les Verts ont eu une réputation d'être un peu flyé, on va dire. Dans le sens qu'on aimait faire des catégories à la manière d'eux. Mais ça, notre tendance de faire ça, ça vient avec la confiance qu'on avait un envers l'autre. C'est-à-dire, mon équipe que j'avais entièrement confiance que n'importe quel membre de l'équipe pouvait embarquer puis faire de quoi d'incroyable. Puis je pense, ça vient là. C'est ça le début. Faut que tout le monde ait confiance, puis faut que tout le monde soit à l'écoute de l'autre. Puis aussi, je pense, on était quand même plus âgés. On était, tu sais, tout à peu près notre dernière année d'impro. Ça fait, on s'était dit, pourquoi pas? Tu sais, on va prendre les défis, puis on va essayer des nouvelles choses. On va pousser les limites. Ça fait, on était tous comme sur la même page. On avait tous décidé, cette année, on va essayer des nouvelles choses. Puis juste, comme, s'amuser. Ben, ça miroite un petit peu l'expérience que tu disais avec la Lisa, où est-ce que t'arrivais là puis tu dis, on essaie quelque chose puis on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. Je trouve que quand tu enlèves ce genre de pression-là, sans enlever la compétition nécessairement de l'équation, tu peux essayer puis prendre des risques puis ces risques-là valent la peine. C'est ça. Puis je pense, comme moi, tu sais, là, je m'en viens vieille, là, ça fait la mémoire des fois est bizarre, ma mémoire. Mais il y a une chose que je me souviens à la Gougoune, cette fameuse Gougoune qu'on a gagnée. Puis c'était une conférence de Bass Lévesque, qui est ensuite devenu un de mes joueurs préférés et coéquipiers. Était ton entraîneur un moment donné aussi. Mon entraîneur et ensuite un impromptu. Puis essentiellement, ce qu'il a dit, c'est ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais ça peut pas être plate. Puis ça, c'est une des choses que moi j'ai toujours gardé en tête. On peut essayer des nouvelles choses parce que c'est nouveau. Tu sais, James Joyce, personne n'avait vu ça. Ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça marche. Mais au moins, on a essayé. Puis ça va pas être plate parce que les spectateurs sont curieux de voir c'est quoi une impro de James Joyce. Ouais, puis moi, il y a rien qui m'enrage plus que quelqu'un qui joue ça
super sécuritaire, là. T'sais, Ouais. on joue ça safe, puis il y a pas de façon que, je vais juste faire les rôles que je suis habitué de faire, je vais rien faire de nouveau. Ça, c'est répugnant pour moi dans l'impro. Fait que c'est pour ça que votre équipe était une de mes préférées, évidemment. Oui, mais faut pas t'oublier qu'à ce point-là aussi, dans ma carrière, dans la carrière à Étienne, qui était assistant capitaine, on connaissait assez bien. Tu sais, quand moi je suis revenue à Lisa, tu sais, ma deuxième année d'impro, mon objectif était de faire rire Émilie puis Élise. Ma troisième année, c'était de faire rire Sylvain puis Étienne. Ma quatrième année, c'était de faire rire les officiels. Tu trouvais les publics les plus difficiles? Ben, les plus difficiles. Ou De les, plus en plus difficiles? tu sais, les gens avec qui, pas nécessairement difficiles, mais juste que c'est le fun à niaiser. Tu sais, c'est juste, tu sais, quand tu penses que, ok, je connais tellement une personne, ça va les enrager, ceci, mais tu le fais avec comme un sourire. C'est ça que je pense à ajoute au spectacle. La troupe d'improvisation exploratoire, là, les impromptus, Ouais. c'est né de l'équipe des Verts, là, parce que le genre de jeu qui s'est fait, puis pas juste par vous autres, là, pendant cette ligue-là, pendant cette année-là, était d'un calibre nouveau, intéressant. Il y avait quelque chose là où ce qu'on a voulu se lancer dans de l'impro sans limite, là, de l'impro avec pas de durée, pas de bande, pas d'officiel, juste de l'impro pur, si on veut. Juste des défis. Qu'est-ce que tu retiens de cette production de spectacle? Ce que je retiens, c'est que j'avais toujours peur. C'était très difficile, mais en même temps, ça a été tellement une belle année d'apprendre à mon sujet comme personne, développement personnel, mais aussi à créer des liens avec d'autres personnes tellement forts que j'ai encore aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment ça que je retiens de cette année-là. Parce que c'est certainement pas les loges que je me souviens de. Y a-tu des loges? C'est parce qu'on a fait des tournées dans des écoles. Oui, ou les costumes assignés par les étudiants. Ouais, parce que c'est ça. Un moment donné, le show était un peu ça, là, où ce qu'on faisait on allait dans les écoles, on faisait des pièces de théâtre improvisées, complètement improvisées. Les jeunes, des fois, nous laissaient un décor. On disait, ben, tu sais, là, mettez qu'est-ce que vous voulez sur scène. Mais qu'on arrive à votre école, on va jouer avec ça. Et là, il y avait comme des décors, il y en avait des super bons. Oh my God, il y en avait des exceptionnels. Puis d'autres qui étaient garochés. Puis, tu sais, là, fait que là, c'est comme, tiens, ça, c'est un coffre de costumes. Fait qu'on pigeait là-dedans, puis on faisait n'importe quoi, là. J'ai jamais autant senti comme un enfant, qui était drôle, parce qu'en même temps, je faisais une maîtrise, puis je m'enlignais dans une carrière. Sérieuse, là. Sérieuse. C'était vraiment une année bizarre pour moi. J'avoue. Mais il y avait quelque chose dans ce groupe-là. Quoi? Non, c'est que j'ai juste pensé... Quand tu finis de lire un livre de 300 pages, puis là, tu te tournes de bord, puis tu gardes le costume de sumo, puis tu dis « Comment je peux l'utiliser? » Tu sais, c'était complètement ridicule. Puis il y avait quelque chose dans le groupe où il y avait tu parlais de confiance tantôt, mais il y avait une sorte d'honnêteté qui régnait, où si on faisait un show poche, parce que ça arrivait, là, on a trébuché. Oui. Quand on a fait un show poche, puis pour moi un show poche, c'était un show ordinaire, un show qui était comme du déjà vu, ça pour moi c'est un show poche. On se le disait, comme il y avait quelque chose, il y avait une rétroaction qui pouvait même être, je sais pas, corsée, là. Oui, ben je pense que dans le fond, on comprenait tous que l'amélioration ou l'apprentissage vient de pas réussir quelque chose. C'est-à-dire, tu sais, tu peux avoir des succès, mais quand tu faillis quelque chose complètement, c'est pas une perte, parce que t'apprends toujours quelque chose. Ça fait nous autres, je trouve, on discutait beaucoup de quand ça marchait pas, on en jasait parce que on fait apprendre de ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai apporté avec moi quand j'ai commencé à entraîner des jeunes. Martha Légère sur Twitter, justement, nous demandait de parler justement de ton expérience d'entraîneur. Parce que lui, il est entraîneur d'une équipe secondaire présentement. OK. Alors, je peux voir que il est intéressé à savoir là, tes trucs. Comment tu as commencé à entraîner l'équipe de Shediac? T'as pas nécessairement une connexion avec cette école-là à prime abord? Non, j'ai pas une connexion avec cette école-là, mais ça a commencé que Rémi Goupy entraînait l'équipe une année, mais il pouvait pas être présent pour, je pense, une des régionales ou je sais pas trop. Ça fait, il m'a demandé de le remplacer. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître les joueurs. Puis l'année d'après, j'ai décidé de prendre en main l'équipe parce que Rémi pouvait plus entraîner. Ça fait, c'est vraiment de là, puis tu sais, d'avoir commencé à connaître les jeunes, ça a été vraiment une excellente expérience. Parce que tu fini par le faire plus qu'une fois, là, plus qu'une année. Là. Je l'ai fait 2 ans, ouais. Pour mes trucs, y en avait-tu?
Je pense, s'il y a quelque chose que je peux suggérer aux entraîneurs d'une façon, c'est pas pour dire vous avez besoin de faire ceci avec votre équipe, mais surtout ce qui marchait ou ce qui a marché pour moi, c'est, je pense, premièrement, de valoriser les idées de tous les joueurs. Puis dans les pratiques, dans les matchs, dans les caucus. De dire, tu sais, comme, d'une façon, c'était comme une nouvelle impro pour moi, tu sais, quand on parle d'impro, puis, tu sais, joueur A propose une idée, joueur B dit oui et ceci, ben, c'est un peu comme ça qu'était mon approche avec l'entraînement. J'ai un joueur qui me dit, je vais faire ceci, et là, moi, je dis, OK, tu fais ça, mais ceci aussi. C'était comme une transition d'impro, mais je pense que pour les jeunes, surtout pour mes jeunes, c'était d'avoir quelqu'un qui les écoutait et qui valorisait leurs idées. Surtout que, tu sais, je venais de finir mon année à la Licume. J'avais maintenant une réputation d'être quelqu'un qui aimait faire des à la manière de. Et je suis arrivée à Shediac, à ma première pratique. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Comment tu vas faire ça? On n'est pas... » Et là, je cite, on n'est pas culturés, nous autres. Ça fait, tu sais, c'était de partir de là et d'essayer de leur montrer que ils ont de la culture, puis de bâtir de cette culture-là et d'ajouter des choses. Oui, tout le monde a leur propre. C'est pas parce que t'as pas lu un tel roman que t'as pas une culture. Là. Tout le monde vit dans une culture. C'est ça. Qui est propre à eux. Ça fait, la première tâche était, j'ai dit ça, comme tout le monde a leur culture, mais la première tâche c'était aussi de les encourager à observer. C'est-à-dire observer des gens, observer comment les gens parlent, comment que les gens bougent, mais aussi dans les films qu'ils aiment, pourquoi ils aiment certaines choses, pourquoi ils n'aiment pas d'autres choses, dans les émissions de télé, d'observer, d'être conscient de différents aspects qu'ils voient juste à tous les jours et que c'est comme ça qu'on bâtit la culture. Tu sais, puis moi, un des plus grands succès que moi je pense, c'est que ma dernière année à la Gogun, un de mes joueurs pendant un caucus m'a regardé puis a dit « On fait-tu une tragédie grecque? » Go right ahead! C'est comme, voilà, j'ai réussi. Ouais, un adolescent qui demande pour ça. Puis c'était la personne qui m'avait dit au début qui était pas culturé. Puis ça fait, je me suis dit, tu sais, si on a été capable de faire ça en 2 ans, puis c'était juste en valorisant leurs idées, tu sais, honnête avec eux, comme, OK, vous avez ceci comme base, maintenant bâtissons là-dessus. Tu sais, puis avoir une certaine honnêteté et un partage avec les étudiants. Moi, j'ai trouvé ça, c'est très important pour mon équipe. Dirais-tu que la manière de faire des improvisations dans des styles littéraires ou cinématographiques ou essayer d'apporter quelque chose qu'il y a dans un autre médium en dedans de l'impro, dirais-tu que c'est ton, je sais pas là, ta démarche artistique fondamentale? Je pense que oui, je pense que c'est ça ma réputation. Puis je pense que c'est juste parce que j'ai toujours besoin d'un défi. Puis les défis, je les retrouve dans des styles littéraires. Puis on s'entend à la manière de qui m'intéresse le plus, surtout quand c'est à la manière du choix de l'équipe, c'est carrément ce que je suis en train de lire dans le moment. Tu sais, si je suis en train de lire un auteur, je suis passionnée d'un auteur, c'est ma nouvelle obsession la saison, je vais vouloir faire une à la manière de, même si c'est dans une libre, je vais vouloir apporter cette nouvelle connaissance-là à l'impro. Puis c'est analyser c'est quoi par rapport à ce style d'écriture-là, parce que moi, c'est beaucoup des livres. Pour moi, c'est apporter quelque chose de nouveau comme ça, lire, puis ça, c'est quelque chose que même, tu sais, je dis que ma carrière d'impro est généralement terminée pour l'instant. Oui, ça n'existe pas la retraite. C'est ça, on s'entend que la retraite en impro, c'est... Ah, vite. Mais il y a une chose que je peux pas me arrêter de faire, surtout maintenant que je vis à Montréal, puis que je dois prendre le métro, puis le métro est plein de personnages constamment, c'est d'observer des gens, puis dire ça serait un bon personnage d'impro. Ou de lire un livre, puis dire ça serait intéressant en impro. Ton cerveau fait encore ces exercices-là. Mon cerveau fait encore ce lien-là, ouais. Une fois improvisateur. Non, c'est vrai. Ouais. C'est maintenant le temps des questions du public. Isabelle, tu as fait un recensement de ce qui nous a été demandé sur Facebook et Twitter.
Absolument, oui. Justement, Yves Doucette, sur la page Facebook d'Improvisation NB, nous demande c'est quoi ton impro préféré que tu as vu en tant que spectatrice, qui t'a vraiment marqué? Ben, j'étais pas nécessairement spectatrice comme telle, mais j'étais entraîneur. Ça fait que j'étais assis sur un banc. Est-ce que ça compte, ça? Oh, oui. Tout compte. OK. Il y a une impro où j'étais entraîneur de LGA et les 3 filles sur l'équipe ont décidé qu'ils voulaient jouer une impro ensemble. Puis qui allaient toutes jouer des chameaux. Puis c'est là où je pense j'ai vu que mes joueuses, tout d'un coup, avaient assez de confiance de dire on veut faire cette impro ici ensemble, et aussi confiance entre elles de jouer une impro où c'était tellement comique parce que c'était hors de l'ordinaire pour eux autres. Ils ont essayé quelque chose de complètement différent, puis c'était hilarant. Ça fait, je pense, ça c'est une des impros que je me souviens. Tu sais, c'était Amélie Montour, René Leblanc et Dani. C'était juste drôle, comme de les voir finalement dire, de prendre ce que moi je leur avais enseigné et de l'apporter sur scène et vraiment de le faire leur propre affaire. Moi, j'ai acheté une question juste de moi. Oh! Oui. Je me demandais... Va l'écrire sur Twitter. Okay. Là, tu peux la lire. Là, je peux la lire. Yes. Je me demandais justement si le travail d'être entraîneur a affecté ton jeu. Est-ce que ça a changé la façon que tu approchais le jeu en tant que joueur après? Oui, beaucoup en fait. Ça donne une différente perspective, mais aussi, tu sais, c'est difficile de enseigner de quoi à des jeunes, puis là, te tourner de bord, puis pas le mettre en pratique. Ça fait... C'était un peu ça. C'est une fois que je l'ai partagé avec mon équipe, je devais maintenant le vivre dans ma carrière d'impro. J'avais pas de choix. C'était intéressant. Ça a ouvert mes yeux à beaucoup de choses. Puis je pense que ça a changé ma relation avec les autres improvisateurs. Je pense que ça m'a rendu plus, j'espère en tout cas, ça m'a rendu plus généreuse avec les autres. Parce que tu comprenais les joueurs qui étaient peut-être moins sûrs de eux, qui étaient peut-être moins à l'aise dans certaines catégories. Tu avais l'expérience d'avoir ces jeunes-là sur ton banc. Tu deviens la maman, là. Tu deviens la maman. Et toi, tu as la même expérience. Oui, un peu, oui. Avec l'équipe étoile de l'université. Fait. Ouais, c'est quand t'es entraîneur, tu te donnes tellement, parce que toi, tu peux rien faire. Mm-hmm. C'est là, c'est eux autres qui vont sur glace. C'est eux autres qui jouent. Fait que toi, même si t'as des idées, c'est pas important. Tu dois leur donner le plus que tu peux, puis les autres vont faire le jeu. Fait qu'à quelque part, t'es juste au service de... Tu devrais toujours être au service de l'impro, mais là, t'es au service de cette équipe-là. Puis quelque chose qui m'a touché moi, personnellement, c'est un petit peu le principe que si tu donnes une idée à un joueur, même si moi je coach au niveau universitaire, puis même à cet âge-là, tu dis « Ah, va faire ça! » Puis ils rentrent dans l'arène, puis ils font pas du tout ça que t'avais en tête. Puis je pense que ça te force aussi à venir en rencontre avec le principe que pas tout va bien aller tout le temps. On dirait que tu deviens plus confiant que si ça va mal, c'est correct, ça va mal. On en fera une autre année. C'est ça. Puis moi, j'ai trouvé d'une façon ton vocabulaire change aussi. Parce que, tu sais, avant, dans les caucus, c'était beaucoup comme la personne qui a une première idée, tu l'as dit, puis là, tu bâtis sur cette idée-là. Mais tout d'un coup, c'est devenu comme, OK, on propose une idée. Puis là, c'est comme, OK. Tu sais, comme tout d'un coup, c'est comme, OK. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est comme, t'as maintenant, je sais pas, t'es devenu comme, t'enseignes. Ça fait, t'as maintenant cette perspective-là. Tu veux qu'ils expriment leur idée à fond. Tout d'un coup, tu deviens plus comme la personne qui encourage les autres plutôt que la personne qui mène l'impro. Et ça se traduit quand tu joues, c'est ça? Oui. En tant que joueuse, qu'est-ce qui serait l'impro qui t'a marqué en tant que joueuse? Que tu étais dedans? C'est drôle parce que je peux juste penser aux impros où j'ai décroché. Hey, c'est un art, cette affaire-là. Décrocher en impro, c'est un art. Je le dis parce que je le fais. Ben, je pense que c'est surtout des impros où, tout d'un coup, t'es en train de jouer avec comme pour moi, c'est des impros où, tu sais, il y a une impro où je jouais avec Sylvain Ward, je jouais sa mère, il faisait des niaiseries dans sa chambre, on va dire. Puis là, moi, je rentre dans sa chambre pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les bruits que j'entends. Sylvain me regarde, moi je le regarde, puis c'est comme tout d'un coup, on a tous les deux réalisé, c'est absolument ridicule, qu'est-ce qu'on fait. Puis on fait juste pas arrêter de rire. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'arrive fréquemment, là, de tout d'un coup. C'est comme, il y a du monde qui dit ça, là, qu'ils voient l'impro comme si, tu sais, à quelque part, ils sont dans une sorte de bulle où ce qu'ils voient vraiment les objets. Je sais pas si je crois ça. Mais que t'es tellement convaincu de l'illusion. Ouais. Que quand tout d'un coup l'illusion tombe, je me souviens d'un spectacle d'impromptu où on se faisait une tragédie grecque où on avait des toges par-dessus nos vêtements. Oui. C'est comme un par-dessus.
Et là, il y a un vêtement qui a tombé d'une épaule et qui a exposé un sein. Ah, je me sentais tellement exposée. Mais t'avais un chandail, là. T'étais aucunement exposé. Mais tout d'un coup, là, il y a un fou rire parce que... Ben, c'était pas juste moi. C'est pas juste... Non, tout le monde a fait... Ben, c'est pas juste... Incluant le public. Incluant le public. Mais je me souviens avoir regardé Annick dans les yeux, puis Annick a juste... C'est comme si, elle aussi, vivait ce moment-là comme... c'est Well, wardrobe malfunction. C'est ça. Puis c'est ces moments-là, mais c'est aussi les moments où, tu sais, je me souviens à l'impro-théâtre, ma dernière année, où je jouais une mère, puis Mylène faisait des niaiseries dans sa chambre. Oui. Puis... Toujours à propos des niaiseries dans le décor. Dans le fond, il y a 2 caucus dans cette équipe-là. C'est juste ça. Puis, mais j'avais mon dos, je les voyais pas, j'entendais juste le rire du public. Ça fait que je pouvais juste imaginer qu'est-ce qui se passait derrière moi. Puis juste ça, c'était la meilleure impro que j'ai jamais vécue. Parce que... Vécu, mais pas vu. Mais j'ai rien vu. Mais la réaction du public était incroyable. On s'entend que Mylène et Stéphane ont tout donné dans cette scène-là. Ils ont cassé du stuff là, sur la scène. Oui, il y a eu une... oui, non. On va pas l'expliquer parce que si vous êtes pas là, c'est dur à imaginer. Là. Ben moi, je peux pas l'expliquer, j'ai pas vu. Oui, Martin Légère sur Twitter nous demande c'est qui la personne que t'as plus préféré jouer avec, que t'as plus aimé jouer avec dans le cours. Hein? Ça, c'est une bonne question, en fait. J'ai été très chanceuse dans ma carrière d'impro de jouer avec des gens incroyables, mais je pense les gens avec qui j'ai plus aimé jouer et à la fois qui ont eu le plus d'influence sur ma carrière, c'est des gens qui étaient incroyablement généreux. Par exemple, Bass Levac, si je dois nommer une personne, ça serait lui. Surtout parce que, tu sais, comme que je dis, ma première année à la Léquime a été difficile, mais une des impros que je me souviens de cette année-là, c'était une dramatique que j'ai faite avec lui. Et on s'entend, cette année-là, Bass était une vedette. Comme une méga vedette. Les gens venaient à l'osmose juste pour le voir, puis il était exceptionnel. Mais j'ai joué une dramatique avec lui, puis c'était magnifique parce que, tu sais, des fois, quand on était pas en jeu, il me regardait puis il me demandait, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis là, tu sais, je trouvais que il voulait bâtir quand même une histoire avec moi. Même si j'étais la rookie, même si j'étais la petite jeune. Et à la fin de l'impro, quand tout le monde applaudissait, il m'a pris puis il m'a pointé en disant c'était elle, c'était pas moi. C'est cette générosité-là que quelqu'un qui essayait de bâtir sa confiance, ça a eu un gros effet, gros impact sur ma carrière, mais aussi, ça a toujours été comme ça avec lui. On a joué ensemble, tu sais, là, jusqu'aux impromptus, puis c'est à cause de cette générosité-là, plus que performance. Quoique, tu sais... Ça aurait pu traîner n'importe qui avec lui dans une histoire. Là. Il n'y avait pas besoin de bâtir ça avec quelqu'un Non, d'autre. c'est ça. Non, il a juste choisi de partager ça avec la personne. Ça fait, je pense, c'est surtout ces joueurs-là avec qui j'adore jouer. Je trouve ça super intéressant que tu disais que tu venais d'un background au secondaire qui était plus le comité de théâtre puis ce genre de choses-là, puis que l'impro t'intéressait, surtout pour l'écriture d'histoire. Mm-hmm. Puis là, que plusieurs années plus tard, tu as créé l'impromptu avec ces gens-là pour finalement faire des impro-théâtres. Oui, ça a toujours été... je dissocie pas écriture et théâtre, mais moi, mon intérêt a toujours été l'écriture, puis c'était la présence théâtrale qui était mon défi dès le début. Ça fait... Tu sais, c'est ça que... D'une façon, c'est ça qui m'a... Ouais. Donc l'impro-théâtre, pour toi, c'était pas un défi au niveau nécessairement de la création d'une histoire, mais le personnage, trouvais-tu que c'était un plus gros défi pour toi, maintenir un personnage pour une aussi longue durée? J'ai jamais été connue pour mes personnages. J'ai jamais... Sauf jouer ma mère. Ça, c'est un des meilleurs personnages. Mais c'est aussi le meilleur personnage à mon petit frère. Ça fait... Je sais pas ce que ça veut dire par rapport à notre famille. Mais... J'ai jamais été bonne à faire des accents. J'ai jamais été bonne à faire des gros personnages physiques. Mais en même temps, ça m'arrêtait pas d'essayer. Je pense que mes plus grands défis, c'était je suis comme bizarre, parce que moi, plus les gens me disent que je suis pas capable de faire quelque chose, le plus que je vais prouver le contraire. Ça fait, tu sais, de regarder Christian Essiam se garrocher partout en impro,
puis faire une impro extrêmement physique, moi, je regardais ça en me disant, je serais jamais capable de faire ça. Puis là, la semaine d'après, j'aurais comme, OK, je vais l'essayer. Tu sais, c'est comme, si, en me disant moi-même, non, je peux pas faire une rimée, prochaine fois, je l'essaye. Parce que c'est ça, l'impro. C'est d'essayer des nouvelles choses, puis de tester nos limites, plus que définir nos limites. Tu sais, tu peux commencer puis te dire moi je suis plus écrivaine, moi je construis plus une histoire, mais une fois que moi je dis ça, je vais me changer. Tu sais, si je dis je suis rendue dans ma carrière, je me définis de cette façon maintenant, la prochaine impro ou le prochain match, je vais essayer de faire quelque chose de complètement différent, parce que dès que le public a des attentes par rapport à ma performance, je veux les surprendre. C'est très facile à stagner dans un style d'humour, dans un style de jeu. C'est vrai que si t'évolues pas, tu changes pas comme joueur, tu changes pas, t'as pas l'occasion de tester des affaires parce que peut-être que t'es super bon en personnage, mais tout de suite t'es juste fort en histoire. Fait que là, tu sais pas que t'es vraiment bon dans quelque chose que t'as jamais essayé. Si tu commences à te définir par ce que t'es pas, tu fermes des portes. C'est ça qui est... Puis c'est pour ça qui rend l'impro intéressant, c'est d'être capable d'essayer des choses, parce que quand tu y penses, tu essaies quelque chose de nouveau, tu vas peut-être souffrir pour 3 minutes, mais après ça, t'as fini, puis tu l'as fait. Puis tu sais quoi, ça a peut-être été un succès, puis peut-être pas, mais c'était pas plate, c'est ça que c'est. Si t'es pas en train de pousser tes limites, il faut que tu te demandes la question pourquoi tu fais de l'impro. Parce qu'une fois que c'est automatique puis facile, est-ce qu'on peut parler d'improviser? Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Caroline McNally, elle est templière, elle est membre du Temple de la renommée de l'improvisation au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez trouver ça, c'est sur Internet, cette affaire-là. Vous pouvez le trouver très facilement au Temple Licume, tout d'un mot, .blogspot.ca. Et on va prendre une petite pause. Question de se rafraîchir un peu, là. Et ensuite, on va sauter là, dans le vif du sujet qu'on a choisi pour la journée, c'est-à-dire le rôle des femmes dans l'histoire de l'improvisation dans notre province. De retour après la pause. On est de retour, Michel Albert toujours au microphone avec Isabelle Gauguin et Caroline McNally. Salut! Allô! Ils sont là. On vous ment pas. Et là, on aborde un sujet, chaque émission, on va aborder un sujet spécifique là, dans la deuxième partie. Et ce sujet-là est quand même large, c'est les femmes en improvisation. Alors, pourquoi on veut parler de ça? Pourquoi est-ce que c'est une problématique ou c'est parce que, historiquement, les femmes n'ont pas toujours pris la même place, si on veut, que des hommes. À se questionner si des femmes, ça peut être drôle. C'est parce que moi, je suis de l'avis que oui, des femmes, c'est drôle. Mais pour un certain temps, il y avait... puis là, on parle de... Quand moi, j'ai commencé à faire de l'improvisation dans les années 80, c'était pas... nous autres, on n'avait pas de problème dans notre équipe. J'ai jamais senti ça, mais il y avait toujours beaucoup plus de garçons que de filles dans nos ligues. Puis éventuellement, il y avait des gens, certaines personnes qui semblaient croire que quand tu avais une femme qui était drôle, c'était l'exception et en général, là, les femmes devraient jouer des rôles de soutien parce que c'est pas drôle une femme. Là, j'ai 2 femmes drôles avec moi. Pas de pression à tout à ce Ben non, vous n'êtes pas obligé de faire des jokes, là. Vous avez des femmes sérieuses, mais aussi des femmes drôles. Qu'est-ce que vous dites à cette génération-là? Parce que les choses ont commencé à changer avec toi, Caroline, là, dans les années 2000 et sont très différentes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit à ma génération ou les générations qui ont suivi là, dans les années 80-90? En fait, c'est drôle parce que, tu sais, on commence en disant, on commence ce segment ici en disant qu'on va jaser de la place des femmes en impro. Tandis que ma réaction, c'est est-ce qu'on doit encore en parler? Mais ça, on a pris notre place, tu sais, à ce point ici, c'est même plus une question pour moi que les femmes sont drôles, sont très drôles. Mais je pense que c'est une réaction qu'on voit aussi en comédie. Pour les femmes, on a maintenant plusieurs femmes comédiennes qui font très bien, Tina Fey, Amy Poehler, que eux parlent aussi que ça a été longtemps difficile de vraiment pas prouver qu'ils sont drôles, mais
ils ont souvent fait face à ce commentaire-là. Parce qu'eux autres ont commencé en faisant de l'improvisation aussi, là, dans des systèmes comme Second City et ces choses-là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont vécu ça, être la femme dans le groupe qui peut-être ne se faisait pas respecter de la même façon. Là. C'est ça, ouais. Ça fait, tu sais, c'est pas juste limité à l'impro. Je pense que c'est quelque chose qui a évolué beaucoup en comédie. Mais en impro et en impro au Nouveau-Brunswick, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça lors de mes premières années, mais que maintenant, tu sais, pour moi, je trouve que c'est ridicule qu'on doit encore en parler. Ben, c'est pour ça qu'on a mis le filtre historiquement. Ouais. Pour parler de l'histoire de ça, parce que c'est justement quelque chose qui, pour longtemps, on avait des joueurs d'improvisation qui croyaient ça, qui empêchaient les femmes de peut-être se développer. Les choses ont commencé là à changer quand on a eu un pool au niveau universitaire du moins, parce que c'était peut-être ça les grosses ligues de la province à l'époque, où là il y a des femmes qui se sont développées tout ensemble. Tu parlais tantôt de comme tu sais Élise Hamel, Emmanuel Robinson, Émilie Bellefleur, Annick Landry. Oui. Vous étiez toutes là en même temps, donc là tout d'un coup il y avait comme un bon pool. C'est ça, je pense. C'est pour ça que je trouve drôle que tu pointes à ma première année comme on voit la transition ou la transition la plus évidente. Parce que c'est vraiment là, quand tu penses aux recrues à la Licume cette année-là, t'avais plusieurs femmes. Puis ça fait de partir de, tu sais, la tendance, si on veut, comme de l'équipe étoile, c'était d'avoir 2 femmes, puis c'était de trouver, tu sais, tu devais remplir ces 2 postes-là. Tandis que le reste de l'équipe, c'était des hommes. Puis je pense que cette année-là, ça a beaucoup changé parce que tout d'un coup, la compétition était très forte. Je suis pas en train de dire que les coachs avaient spécifiquement ça en tête, qu'ils voulaient juste 2 femmes, mais c'était juste, tu sais, une tendance. Ben surtout que dans une ligue universitaire comme celle de la Licume à l'université de Moncton, campus Moncton, il y avait le problème qu'il y avait tout simplement moins de femmes. Point final. Donc dans chaque équipe, dans chacune de 3 ou 4 équipes, il y avait peut-être 1 ou 2 femmes déjà là. Donc tu as moins de choix à l'avance. Puis ces personnes-là ont moins de place à se développer peut-être aussi là dans le boys club. Qui était la Ligue. Donc ça, c'est des choses qui ont changé. Isabelle, toi, tu peux dresser le portrait d'aujourd'hui parce que tu es encore impliquée dans cette même Ligue-là. C'est complètement différent. Là. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais, c'est absolument différent. C'est comme qu'on disait un petit peu tantôt, on avait une perspective des postes à remplir qui étaient féminins dans une équipe. Souvent dans des tournois, dans un contexte compétitif, on a besoin d'accomplir un certain ratio. C'est dans les règlements, c'est obligatoire. 2 de chaque sexe minimum. Ouais. Exactement. Et c'était écrit comme ça. Mais pour longtemps, c'était écrit dans les règlements 2 femmes. C'était en effet spécifié qu'il fallait au moins avoir 2 filles ou femmes sur ton équipe au secondaire. Puis quand t'as ça comme barème, t'es déjà en train de dire t'es obligé d'en avoir 2, là, tu sais. Fait que déjà là, t'es pas en train de les prendre dans ton équipe parce qu'ils sont des bons joueurs, mais parce que c'est une obligation. Tu veux pas être puni dans le contexte d'un tournoi, tu veux pas avoir ça accumulé puis que ça nuit à ton équipe. Donc, tu mets des benchwarmers là, puis t'es assis là, puis t'es rentres dans une impro parce que, tu sais, faut. Tandis qu'à cette heure, c'est 2 de chaque sexe qui est écrit puis qui est mis en action. Même qu'on a souvent le problème contraire, où est-ce qu'on a des équipes qui se fassent punir parce qu'ils sont seulement des filles. Puis je pense que cette inclusion-là a eu un impact à long terme aussi, parce que là, on a vu beaucoup plus de filles jouer au secondaire, qui fait des filles qui sont beaucoup plus confiantes déjà quand ils arrivent à l'université ou au post-secondaire puis décident de jouer. Ils ont beaucoup plus de confiance, sont plus hauts en nombre. Fait que déjà là, il y a une plus grande présence qui joue à l'université. Mais aujourd'hui, c'est très, très, très 50%. Par exemple, on voit que les femmes remplissent des rôles beaucoup plus formels, disons, au cœur d'une équipe ou d'un contexte d'un tournoi. J'ai compté. Et au tournoi de qualification d'improvisation, ce qui rassemble toutes les équipes des écoles donc, le plus gros, là, le plus récent et plus gros. Là. Exactement. 2015, celui-là, il y avait 5 sur 12 équipes qui avaient une capitaine. Donc, c'est près de la moitié qui ont une femme en tant que leader de leur équipe. Fait que ça, je trouve, ça fait une différence. Ça donne une approche au jeu. Le fait d'avoir beaucoup plus d'entraîneurs qui sont des femmes, le fait qu'on a beaucoup plus d'officiels qui sont des femmes, ça fait une grosse différence parce que ça te met en confiance. On dirait que tu pars pas avec en reculant parce que t'es une femme. C'est autant normal dans l'univers que peut-être que c'est l'était dans ton temps, Michel. Ouais, moi je pense que ça vient aussi avec avoir plus d'exemples, ça encourage plus de femmes à participer.
Ça fait, quand je pense à mes années, c'était pas juste une femme, ou tu t'avais pas un nombre de femmes, t'avais Annick, t'avais Émilie, t'avais Élise, tout le monde avait un style vraiment unique. Ça fait, je pense, à encourager plusieurs filles de se voir là-dedans. Tu sais, quand t'as toujours des femmes qui jouent, puis ça, c'était souvent le problème plus tôt, tu sais, quand les femmes se font pousser à jouer les mêmes rôles, tu vois pas ça, tu vois pas les différentes facettes des joueuses. Ça fait, je pense que quand on a commencé à avoir plus de recrues femmes à la Licume, ça donnait plus d'exemples pour les jeunes. Puis ça grandit, je pense, de là. Ben justement, sur Facebook, Gabrielle Gagnon nous demande qu'est-ce qu'on pense de ces rôles plus traditionnels-là qui sont souvent occupés par des femmes, les mères, les secrétaires, les blondes. Qu'est-ce que tu penses de ces rôles-là? Je peux pas les endurer. OK. Endurer les fers, tu veux dire? Je peux pas endurer les fers. Moi, puis, tu sais, quand on parlait de mon développement en tant que joueuse, c'est là que j'ai eu de la misère parce que, tu sais, à un moment donné, puis je disais à Michel, je me souviens, tu sais, que un des joueurs dit « Va faire une danseuse ». Puis j'étais là, puis j'étais devant les spectateurs, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, là? Comme, je suis tellement mal à l'aise, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ça fait, j'ai toujours trouvé ça tannant, mais en même temps, j'ai toujours essayé d'apporter des différents rôles. Parce que je pense que c'est plate que on voit ces rôles, comme tu dis, traditionnels, là, entre guillemets, qu'on donne aux femmes. C'est plate parce que on les dit, en faisant ça, en assignant ces rôles-là, on les enlève d'être le protagoniste. On les enlève d'être le moteur de l'impro. Puis ça, c'est très dangereux pour le développement d'une joueuse, mais aussi pour le développement d'une femme. C'est vrai que souvent ces rôles-là sont souvent accessoires dans l'impro. C'est pour bénéficier un autre personnage principal. Je sais que moi aussi, j'ai souvent eu cette expérience-là, en particulier à l'université, je me rappelle d'une équipe en particulier où est-ce que j'étais la seule femme, puis c'était très mon rôle dans l'équipe faire ça, au point que j'ai déjà terminé un match, puis j'avais mal à la gorge, parce que tout le long de le match, tout ce que je faisais, c'est des blondes puis des mères qui étaient fâchées. Puis ça c'est pas bon non plus au niveau de mon développement en tant que joueuse, mais aussi au niveau du spectacle. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit plus tôt dans l'entrevue, où est-ce que tu prends ces rôles-là traditionnels puis tu y ajoutes un twist. C'est ça. Tu rends le stéréotype un personnage, puis pas juste un stéréotype, puis un accessoire à l'histoire. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Parce que de la même façon qu'on veut pas... tu sais, si on dit, ça prend... tu sais, on dit des femmes en impro comme si ça vous identifiait. Ça, c'était votre identité totale. Mm-hmm. Une improvisatrice, ce n'est pas la même chose qu'un improvisateur, ce qui est faux. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est qu'on donne des rôles typiquement féminins à des femmes en disant tu peux juste faire ces choses-là. C'est ça. Ben, c'est des personnages qui sont vides. Ils sont un archétype, qui ont pas nécessairement une personnalité. Et ils existent juste par rapport à un personnage masculin, parce que si tu joues la mère, t'es la mère à quelqu'un. Pourquoi c'est pas lui qui joue le fils? Tu sais, dans le caucus, quand on est en train de discuter de l'improvisation, qu'est-ce qui va arriver? C'est cette relation-là qu'on crée. Là, tu vas être la blonde à quelqu'un, donc t'es encore une fois en relation avec un personnage masculin, ce qui est la même chose qu'on voit au cinéma. Puis toutes les critiques, si on veut, féministes de nos médias, c'est la même chose pour l'improvisation. Là. Oui, solide. Isabelle Godet sur Twitter nous demande si tu as eu à faire quelque chose en particulier pour prendre ta place, puis si ça c'était différent pour toi en tant que femme. Faut-il qu'une femme fasse plus? Ouais. Souvent, on entend ça de gens qui font partie de minorités, si on veut, où ils doivent travailler plus fort pour atteindre les mêmes choses. Vraiment, pour moi, c'est difficile à dire parce que j'ai grandi avec 3 frères. Puis 3 frères qui sont très féministes. J'ai jamais senti comme j'étais différente. Puis c'est pour ça que ça a été, je pense, beaucoup un choc ma première année de la Licume, parce que tout d'un coup, je voyais cette différence-là. Puis ça m'a rendu vraiment mal à l'aise d'être considérée comme la fille. Parce que, dans le fond, j'ai été la fille toute ma vie. Ce qui est un terme infantilisant aussi. Oui. Mais j'avais jamais senti comme si c'était ça qui me définissait. Ça fait, je pense que avoir des exemples comme Élise, comme Émilie, qui se laissaient pas définir par les autres, qui menaient leur propre cheminement, qui a eu la plus grande influence sur moi. Parce que quand je suis revenue de ce tournoi-là, c'était carrément, moi, ça me dérange pas vos attentes. Vous pouvez essayer de me catégoriser d'une certaine façon. Moi, je respecte pas cette définition-là que vous faites de mon rôle.
Puis d'une façon, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que c'est là que j'ai commencé à performer. Les spectateurs ont apprécié ma performance après ça, parce que tout d'un coup, c'était une nouvelle voix. C'était une femme qui apportait quelque chose de différent. En même temps que moi, j'aimais pas être forcée dans ce rôle-là, puis que ce soit le rôle que les gens sont habitués de voir. Quand tu fais quelque chose de différent, c'est ça que ça devient intéressant. Et ça, c'est tout genre confondu, là. On apprécie les hommes qui jouent, qui font quelque chose de différent aussi. C'est toujours à propos d'amener comme ta propre couleur. Puis c'est ça, puis je pense pas pour le ramener encore une fois à mon expérience d'entraîneur, mais je pense, tu sais, avec des jeunes femmes sur une équipe, une des premières choses que je devais faire avec elles, c'était de les dire, vous êtes drôles. Juste au niveau de la société, ils ont été dit tellement souvent qu'ils étaient pas drôles, que c'était vraiment leur dire, vous êtes drôles. Mais en même temps, dans mon groupe, parce que je ne veux pas généraliser, c'était mon expérience personnelle, c'est pas nécessairement ça qui se passe partout dans la province, mais dans mon groupe, fallait que je me tourne à mes gars, puis je dise, vous êtes intelligents. Parce que c'est des gars qui sont arrivés en impro parce qu'ils étaient des clowns de classe. Mais ils se disaient, moi, je peux pas faire ça, je suis un clown. Puis je peux faire rire, mais rien d'autre. Je peux faire rire, mais je peux faire rien d'autre. Puis là, mes jeunes femmes disaient, je peux pas faire rire, mais je peux faire tout ce que les autres peuvent pas faire. Puis là, c'est de les faire réaliser qu'ils sont capables de faire tout. Parce qu'on a vu là des matchs d'impro où que la seule fille dans une équipe fait toutes les dramatiques, puis fait ces genres de choses-là, ouais. Puis et stocke dans un rôle très, très précis. Là. Ben, je pense que ça jouait beaucoup dans la façon que ça a évolué, l'improvisation dans la province, parce que pour longtemps, on mettait beaucoup l'accent sur le punch. Mm-hmm. Fait que souvent, les filles ou les femmes qui sont sur les équipes, leur rôle, c'est souvent de entreprendre les catégories plus complexes, les dramatiques, ces genres de choses-là. Qui ne jouent pas sur le punch, ouais. Exactement. Puis on les utilisait souvent dans un contexte de, ben toi, va bâtir l'histoire, puis là, mon gars, là, mon gros puncher, il va aller faire les jokes. Il va aller gagner les votes. Mm-hmm. Puis c'est souvent de même qu'on utilisait les femmes dans un contexte où est-ce qu'on les percevait pas comme potentiellement drôles. On les utilisait comme ça. Mais je pense que, un petit peu avec les révolutions que tu mentionnais plus tôt, est-ce qu'on a un genre de migré vers une valorisation de la création d'histoire, le développement de personnages, la profondeur d'une impro, beaucoup plus que le rire. On respecte un petit peu les deux autant. Je pense que ça valorisait beaucoup plus de femmes. Ça peut-être donner un petit peu de confiance. T'sais. Tu reçois une 3e étoile parce que tu étais super bonne en construction. Ça te donne un peu de confiance, puis la prochaine fois, tu vas peut-être essayer un petit peu plus. Tu vas je vais me tenter un autre risque qui c'était là, voir. Je pense que ça a beaucoup amélioré le climat, puis on a beaucoup plus valorisé ces personnes-là. Ouais, je pense que c'est, comme tu dis, c'est de présenter l'impro comme un show de variété. Mm-hmm. Puis que tout le monde a une différente voix. Puis tu peux jouer là-dedans. Tu peux évoluer là-dedans, mais que quand tu dis c'est un show de variété, là, ça donne plus de confiance à des gens, tu sais, que ce soit homme ou femme, d'essayer des nouvelles choses. Ben justement, un petit peu dans la même veine, Gabrielle Gagnon sur Facebook nous demande si, selon nous autres, les femmes sont encouragées de faire une sorte d'humour, tandis que les hommes seraient encouragés d'en faire un différent type. Si dans le monde de l'humour, on s'attend d'un humour spécifique selon le sexe. Puis là, on dit encourager, mais elle dit encourager, mais aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à nos psychologies particulières? Tu sais, là, on dirait que si tu regardes du stand-up américain puis du stand-up québécois, c'est pas la même chose. Il y en a qui jouent, les Québécois jouent beaucoup plus sur des personnages, presque des costumes, etc., tandis que les Américains sont, tu sais, là, du observation, tu sais, là, à la Seinfeld, bien qu'il y a toutes sortes de couleurs. Donc, chaque ethnie, à quelque part, a sa propre humour. Un homme et une femme, est-ce que ça a le même sens de l'humour? C'est-tu toute la même chose? Ou est-ce qu'on est vraiment en train d'encourager, là, à travers nos mœurs? L'impro veut pas, c'est un reflet de la société. C'est, si on assigne un certain rôle à une femme dans la société, ou si on a certaines attentes d'une femme dans la société, c'est qu'elle peut pas être grosse, ça peut pas être, que ce soit en impro ou, ailleurs, cette idée qu'ils doivent se comporter d'une certaine façon. Tandis qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes restrictions pour un homme.
pense par contre que une femme qui fait quelque chose contre ces attentes-là va toujours gagner l'impro. C'est ça que je trouve comique parce que le plus que tu te donnes le défi, mais aussi que tu questionnes ces limites-là, le plus que ça rend l'impro intéressant. Parce que tu mentionnais, tu as nommé Tina Fey comme une, je vais pas dire nécessairement une influence, mais tu sais là, c'est une femme comique qui est pas mal au top de cette game-là. Puis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à être gross, à se rendre dégueulasse, à faire, tu sais là, à jouer le laidron, si on veut. Puis elle a du succès. Si on pense à, retournons super loin en arrière, mais Lucille Ball faisait de l'humour physique. Ce qu'on voit très peu de femmes faire, en général. Comme si c'était juste, ça c'est un bag masculin. Mais elle le faisait, puis elle a eu, c'est une des premières femmes comiques comme ça, là, qui a eu un succès monstre. Carol Burnett, là. Tu sais, là, si on regarde, on retourne en arrière, on va retrouver des femmes qui sont pas en train de jouer le typique. Non, parce que je pense que le rire, c'est extrêmement simple. Rire, c'est quand t'es surpris de quelque chose. Puis, c'est un peu là où ce que je dis, l'observation est si importante. Parce que une fois que tu comprends c'est quoi qu'est les attentes, c'est quoi qu'est la norme, puis que toi, tu vas contre ça, c'est là que tu vas avoir des rires. Puis je pense que pour les femmes, faut encore plus être conscient de c'est quoi ces normes-là envers nous. Mais est-ce qu'il y a un cerveau féminin? Tu sais là, est-ce qu'il y a vraiment un sens de l'humour qui est propre aux femmes? C'est-à-dire, c'est drôle, mais ce n'est pas la même sorte d'humour. Comme les connexions se font pas de la même façon. Puis les femmes amènent une couleur que les hommes peuvent pas amener ou amènent rarement. Parce que là, on dit, on est en train de vous transformer en homme. Là, on est en train de dire, ben, des femmes, ça fait pas d'humour physique très souvent. Donc, faisons de l'humour physique. On est en train de dire, ben, les femmes devraient faire comme les hommes. Mais en réalité, est-ce que les femmes amènent pas quelque chose qui est complètement à eux et que les hommes exploitent très peu? Ben, je pense que de plus en plus, les lignes sont très floues dans qu'est-ce que ça veut dire. Puis je pense que c'est là où est-ce que ça devient une question. Je sais que récemment, on a vu une improvisation de la Licume où est-ce que c'était un homme et une femme dans l'improvisation, puis l'homme jouait le rôle de la femme dans l'impro, puis la femme jouait le rôle de l'homme. Ça n'a jamais été explicitement dit. Les joueurs étaient pas des caricatures. Fait que, tu sais, on voyait pas ce genre de drôle de bikini-là, de j'ai mis mon chandail à l'intérieur, puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai des seins. Que t'es obligé de te transformer physiquement. Ouais. Exactement. Il y a pas eu ce genre de transfert-là. C'était pas exagéré. C'était très vrai. C'était une dramatique, en fait. Puis ça, j'ai jamais été questionné. Puis même que moi, ça m'a pris plusieurs minutes de l'impro pour faire « Hey, je m'ai même pas questionné. J'ai pas remarqué. J'ai pas pensé au fait que c'était quelque chose. » Puis je pense que le fait que cette ligne-là devienne de plus en plus floue de ce qui est typiquement masculin puis typiquement féminin fait en sorte que ça devient c'est quoi de l'humour? C'est quoi les types d'humour? Puis c'est quel qui va avec ta personnalité à toi? Peut-être que moi, je suis beaucoup plus intellectuelle, je suis à l'aise avec des jeux de mots, avec des petites références intéressantes pour le public. Ou peut-être que je suis super physique, puis j'ai, tu sais là, je peux être un monstre, puis je peux être un oiseau, puis c'est super intéressant. Je pense que ça devient pas associé à un sexe plutôt que des choses qui existent dans un univers. Ouais, je pense que parce que ça revient tout aux attentes et les pressions qu'on ressent. Tu sais, en société, on voit de plus en plus l'encouragement de des jeunes gars d'être plus sensibles d'un certain sens. Tu sais, quand je pense maintenant aux impros qui m'ont marqué, il y en a une spécifiquement de Christian Essiam, que lui, il est connu d'être drôle puis hyper physique. Mais à un moment donné, il a joué une impro dramatique. Il était seul au milieu de la bande. C'était silencieux dans la salle parce que il y avait l'attention à tout le monde, parce que il était sérieux et sensible sans être une caricature. Tu sais, c'était vrai. Puis je pense, peut-être c'est là le défi, mais je pense, comme Isabelle dit, c'est beaucoup individuel, puis que les limites sont floues. Mais il y a certainement, tu sais... Ben, ce que je trouve super intéressant, c'est que les joueurs d'aujourd'hui, qui sont peut-être au secondaire, ou même, je dirais, plusieurs des joueurs que j'entraîne au niveau de l'université, c'est même pas une pensée. T'sais, une fois, j'ai eu une discussion avec une de mes joueuses que, dans le fond, que toi aussi, t'as coaché, on se l'est transféré. Puis, que probablement, le fait que toi, tu lui as donné un climat très unisexe
au secondaire, elle s'est rendue à l'université où est-ce que elle était déjà dans un climat que c'est normal qu'elle soit drôle ou pas, puis elle a évolué dans ce milieu-là. Puis on jasait justement de ce sujet-là. Est-ce que les femmes peuvent être plus drôles ou peuvent être considérées moins drôles juste par le fait qu'ils sont une femme? Parce qu'on voit souvent ça quand on joue à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Les autres équipes nous regardent puis ils font « Ah, ben c'est une bonne de filles. Ah, ben, tu sais là, on va pas avoir de problème à faire des punchs par-dessus eux. » Mais là, on rentre, puis là, on a des jolies filles comme justement comme Renée Leblanc qui rentrent, puis sont à une araignée géant, puis l'autre équipe est « Qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi? On s'attend pas à ça. » Puis pour qu'elle pense même pas au fait que ça serait une possibilité, que ça soit différent pour elle, qu'elle parle pas de la même ligne qu'un homme, ça, je trouve ça super beau. Ça, c'est très touchant. Ça, c'est... T'as créé ça, Caroline. C'est toi qui l'as créé, celle-là. Non, mais c'est dans le sens que, tu sais, j'ai dit que ma première année à la Licume était difficile. Quand j'ai commencé à établir mon propre style de jeu, tu sais, veux pas, tu vas toujours avoir des gens, des individus qui vont te critiquer ou te mettre des barrières. Puis je me souviens, à un moment donné, il y a une rumeur qui a commencé que tout d'un coup, j'étais lesbienne. Puis c'était comme, parce que j'étais plus dans une boîte qui savait comment définir. Tout d'un coup, il fallait essayer de trouver un autre mot pour me définir. Ça pouvait pas juste être comme je faisais quelque chose de différent. Fallait le rentrer dans une définition. Puis de voir que quelqu'un ensuite de la prochaine génération sente pas ces pressions-là, c'est exceptionnel. Mais en même temps, triste que on va jouer au Québec ou ailleurs, puis que c'est de même dans d'autres équipes, que c'est de même ailleurs, dans, tu sais, là, des équipes qui viennent des métropoles, ça c'est quand même inquiétant, parce que le Québec, là, ils ont inventé l'impro-match. C'est la Ligue nationale d'improvisation a commencé là, puis il y avait un tas de femmes super fortes, là, dans cette ligue-là. Comme c'est pas des jokes, là, les Sylvie Legault de ce monde, tout ça. Ils étaient pas sous-numériques ou rien de ça. Évidemment, les grandes équipes québécoises, les UQAM et les Laval, tout ça, ont toujours eu des femmes de très haut calibre. C'est pour ça que ça me surprend là, d'entendre que maintenant, les choses sont peut-être détériorées ailleurs. Ou même là, peut-être que les femmes du Québec jouent différemment aussi. Tu sais, là, on joue un jeu plus intellectuel, etc., où ce que une femme araignée par René Leblanc, c'est tellement physique et absurde que ça les choque. Ils savent pas comment jouer avec ça. Ça, c'est possible aussi que c'est tout simplement une question de jeu néo-brunswickois versus jeu québécois. Là. Il y a un élément de ça. C'est sûr qu'on a un élément imaginatif que peut-être que c'est... on a accès à l'imaginaire, je pense, beaucoup plus que d'autres régions. On s'amuse un petit peu plus avec la flexibilité, où est-ce qu'on peut faire... t'es en train de faire tes taxes, mais t'es une licorne. Puis, tu sais, on prend ça au sérieux, puis t'es une licorne en train de faire tes taxes, puis tu sais, t'es juste une licorne normale en train de faire tes taxes. Une licorne normale. Une licorne normale. Mais tu sais, on se permet ce genre de liberté-là, puis je pense que ça rentre en jeu aussi avec le style que les joueurs pensent qu'ils ont le droit de prendre. Parce que si tu ouvres n'importe quoi, pas juste les choses réelles de la vie, t'es pas obligé d'être une mère parce que t'es une grenouille. Tu sais, comme, tu te limites pas avec les choses qui existent dans la vraie vie autant que si tu joues très dans le réel, dans le psychodrame, dans le traditionnel, parce que c'est ouvert à n'importe quoi. Puis je pense que ça vient en compte aussi avec un petit peu flesher out ces personnages-là plus archétypes de femmes aussi, que justement t'es une mère mais t'adores du roast beef, puis que ça fasse partie de ton personnage, que tu t'inclus ça, que tu deviens un personnage principal, même si tu prends un rôle plus traditionnellement accessoire. Qui sonnerait soutien, ouais. Exactement. Il n'y a pas de raison qu'une mère de famille ne peut pas être un protagoniste. Là. Non, absolument. L'histoire peut être à propos de cette personne-là. Mais il faut qu'elle ait une personnalité. Oui. Puis il faut que, tu sais là, que t'es pas juste une secrétaire parce qu'on a besoin d'un personnage qui est sexy. Cette secrétaire-là, elle a un passé, elle a un futur, elle a des désirs, elle a des rêves. C'est des personnages à 3 dimensions, plus que 2 dimensions. Que t'es pas juste un accessoire à l'histoire ou au protagoniste. T'as ton propre bagage culturel, t'as ton propre passé, puis tes propres ambitions dans l'impro comme tel. Oui, mais c'est vrai, c'est pas, on n'est pas toutes nos ambitions de chaque personnage secondaire n'a pas besoin d'être en ligne avec le personnage qui est moteur dans l'histoire. Juste parce que le protagoniste veut quelque chose, veut pas dire que les troisièmes personnages le veulent aussi. Puis ça, c'est vrai que c'est moins, on a moins tendance à aller chercher ces éléments-là quand on joue des mères puis des blondes puis des. Un des règlements de l'écriture, c'est que comme l'ajout d'un personnage doit
soit faire avancer l'histoire ou nous informer au sujet du protagoniste. Ça vient au soutien. T'es pas un accessoire. Même si t'es un personnage de soutien, entre guillemets, t'as un rôle à jouer dans l'avancement de l'histoire. Oui, tu soutiens l'histoire. C'est ça. Pas nécessairement. C'est ça, t'es pas un appui à ce personnage-là, à ce joueur-là. Martin Legendre sur Twitter nous parle de l'expérience d'entraîner des filles. Puis comment encadrer ces filles-là? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une façon qu'il faut approcher différemment des femmes et des hommes en entraînement? Quand ça vient à entraîner surtout des jeunes du secondaire, je pense que l'essentiel est d'apprendre c'est quoi, qui ils sont comme individus. Ça se peut, tu sais, que parce qu'ils sont des jeunes filles, ils ont déjà, tu sais, une pression, que ça soit de leur famille, de leurs amis ou de... Ça fait vraiment, je pense, de savoir c'est quoi leurs besoins. Ils ont besoin de l'appui dans quel sens. Personnellement, mon équipe, les filles avaient besoin un petit peu plus de confiance, qui sont drôles, de parler un peu plus fort. Ça, pour mes joueurs, c'était important, mais en même temps, pour mes joueurs, d'encourager à mes jeunes hommes qui sont intelligents. Puis c'est là, je pense, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai une équipe très équilibrée, dans le sens que j'avais, je pense, 3-4 femmes ou 3-4 hommes, dépendant de l'année. Mais je pense que c'est juste de valoriser leurs idées et aussi d'essayer de déterminer, d'observer c'est quoi leurs besoins. Je pense que si on commence à se dire « Ah, les femmes ont besoin de ceci », on n'essaye pas de comprendre c'est quoi ils ont besoin comme individus. À quelque part, c'est plus à propos de qu'est-ce que chaque personne a besoin. Oui. C'est tout du one-on-one, là. Mettons que je suis entraîneur, là. Qu'est-ce que Caroline a besoin? Qu'est-ce qu'Isabelle a besoin? Qu'est-ce que Ludger a besoin? Je sais pas pourquoi est-ce que Ludger est dans cette équipe-là. Mais, parce qu'il y a un nom comique. Mais l'idée, c'est que chaque joueur a ses choses qui lui manquent, ses choses qu'on devrait encourager. Et ça, c'est indépendant de son sexe ou de son ethnie ou quoi que ce soit. Oui, absolument. Mais en même temps, moi, en tant que femme ayant grandi à travers de l'impro, j'avais déjà des connaissances et des expériences que, disons, si je voyais de l'injustice de la part de quelqu'un d'autre ou d'une autre équipe, je pouvais mettre mon pied à terre puis dire ceci, c'est pas comme ça marche, puis d'encourager mes jeunes femmes de continuer à performer. Tu sais, moi, ça vient de mon expérience personnelle. Ça fait s'il y a des gens qui n'ont pas eu cette expérience-là, tu sais, comme s'il y a des entraîneurs qui sont des hommes, ils n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. Tu sais, c'est toujours d'être conscient que c'est une possibilité. C'est pas limité à l'impro, tu sais, c'est partout. Puis pour moi, en tant qu'entraîneur, enseignante ou je sais pas trop, la mère, si tu veux le dire, là, parce que je considère ces femmes-là qui sont maintenant à la LICUM comme quasiment des enfants, là, mes enfants. C'est tes enfants. C'est prendre conscience du contexte social dans lequel tu vis, mais quand même voir les gens comme des individus. Mais être conscient que il y a certaines structures qui sont déjà établies dans la société qui peuvent limiter ou les faire penser qu'ils sont limités comme femmes de performer d'une certaine façon. Absolument, parce que ça s'est vu dans la province déjà, des affaires comme des ateliers pour des femmes d'improvisation. Puis tu te demandes en quelque part, qu'est-ce qui était dans cet atelier-là? C'était quoi le sujet? À moins que c'était explicitement, vous pouvez être drôle, puis vous pouvez faire n'importe quoi, ça vous êtes pas limité par votre sexe. Autrement, c'est quoi? Parce que je suis pas nécessairement d'accord que il faut traiter une femme différemment en tant que joueuse qu'un homme, parce que les deux ont besoin de comprendre comment développer des histoires. Les deux ont besoin d'apprendre des personnages, puis des trucs pour ça, puis des catégories. Toi, t'es entraîneur maintenant, dans les temps modernes. Fais-tu une différence? Non, j'ai jamais fait une différence. Puis moi, mon équipe a souvent moitié-moitié aussi. Je suis très choyée avec ça, parce que j'ai souvent moitié-moitié ou souvent même plus de femmes dans mon équipe que d'hommes. Puis j'ai jamais fait cette différence-là. On donne des ateliers, puis eux prennent les éléments qui les touchent, qui vont les chercher dans leur style personnel, puis ils évoluent. Non, puis c'est ça. Puis je pense que c'est de valeur qu'il y a des ateliers comme ça qui sont organisés, dans le sens que si on continue à faire une différence, puis on continue à séparer la formation, c'est pas un avantage pour personne. Parce qu'à la fois, les femmes se font dire, je sais pas ce qui a été dit dans l'atelier, ça fait que je peux rien dire, mais en même temps, sont d'un ghetto, là, où ce qu'on dit... C'est ça, où on dit il y a une différence. On les dit, vous êtes différents. Puis ça, c'est dangereux, mais c'est encore dangereux parce qu'en même temps, on n'est pas en train de jouer avec les hommes, communiquer avec et parler avec les autres membres de l'équipe pour dire, moi, des fois, je me sens comme ceci. Puis que là,
cette personne-là, cet individu-là peut réaliser, OK, toi, tu te sens comme ça, ben moi, je peux te rendre plus à l'aise en faisant ceci. Tu sais, c'est plus une conversation d'équipe. Si on sépare les deux, on n'a pas cet échange-là. Tu preach the choir jusqu'à un certain point parce que tu mets les gens qui ont le même problème tout ensemble, puis on dit on a un problème. Puis on dit, ceci, c'est votre problème, puis ceci, c'est comment on va le régler, quand c'est pas ça comme ça, là. Non, puis on court-circuite aussi tout ce qu'on parlait dans la première demi-heure à propos de la confiance, à propos de la chimie qui existe dans une équipe. Si tu sépares les joueurs et tu les traites différemment, comment ils vont devenir cette unité-là? C'est ça. Puis on a parlé aussi beaucoup de modèles de femmes pour d'autres femmes aussi, mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des hommes, des joueurs d'improvisation qui sont des hommes qui influencent le jeu féminin non plus. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup vu dans les vieilles années. Dans les vieilles années, là. Quand tu demandais à une femme qui était son idole, entre guillemets, ou qui était son influence, ou les femmes nommaient la femme, la grosse joueuse de la génération précédente. Donc, il y avait toujours une sorte de continuum où ce que chaque femme nommait la femme précédente, mais t'entendais pas une femme nommer un homme. Si je vous avais demandé, ben tout tantôt, on a parlé un peu de ça, puis t'as mentionné Bass, par exemple. Ouais. C'est un homme, là. Je sais pas si tu sais. Oh my God! T'as brisé le continuum. Trouve-toi un autre modèle, là. C'est ça, là. Ton modèle devrait être une femme, puis Isabelle, ton modèle devrait être Caroline, puis... Ouais, là, vraiment, Isabelle. Bon, c'est pas que c'est pas ça, mais... Non, mais est-ce que c'est quelque chose que ça aussi, ça a changé? Moi, je pense que oui, parce que je pense qu'on a des exemples de n'importe qui. Comme moi, quand j'ai commencé à arbitrer, j'avais vu une arbitre qui était une femme. Puis Émilie Bellefleur. Émilie Bellefleur, justement, encore un autre endroit où est-ce qu'elle a cassé ces barrières-là. Oui. Pour moi, personnellement, parce que j'allais à un tournoi, il y a 5-6 arbitres, puis il y en a une qui est une femme. Ouais. Puis tu sais, moi plus tard, je deviens un arbitre, puis je fais, comment moi je m'identifie comme arbitre? Est-ce que je suis différente parce que je suis une femme, ou est-ce que, tu sais... Ou est-ce que je suis différente parce que je suis Isabelle? C'est ça, exactement. Ouais. C'est où est-ce que mon style personnel arrête, puis le fait que je suis une femme commence, tu sais. Est-ce que ça fait partie de la même affaire, ou est-ce que c'est vraiment une différence? Puis je trouve qu'à cette heure qu'on a tellement beaucoup d'entraîneurs qui sont des femmes, d'officiels qui sont des femmes, on dirait que ça devient encore une fois un petit peu des lignes floues. Moi, il y a beaucoup d'arbitres qui sont des hommes qui m'ont influencé parce qu'en grande majorité, c'était ceux-là que moi j'ai grandi avec. C'est pas moins valide comme exemple. Comme si j'ai volé beaucoup d'affaires de Michel. Puis, j'ai volé beaucoup d'éléments aussi de Samuel Chiasson, ce genre de choses-là. J'ai pris ces exemples-là qui dans ma tête et devenu beaucoup de petits éléments qui forment qui je suis comme arbitre aujourd'hui. Mais c'est pas des moins bons exemples parce que c'était des hommes. Pour faire un wrap-up de tout ça, est-ce qu'on a des... En fait, Isabelle Godin, sur Twitter, nous demande si on a des conseils à donner à des femmes qui sont peut-être moins soutenues. C'est sûr que des fois, selon ton entraîneur, selon ta région, ça se peut que les traditions sont différentes, puis peut-être que toi, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu es moins soutenu ou moins valorisé. Parce que vous autres, vous êtes peut-être... Je ne veux pas dire que vous êtes des exceptions, pas du tout, mais vous êtes bien placés parce que vous avez toutes les deux eu des femmes entraîneurs à un moment donné dans votre trajet. Puis vous êtes, je pense, des leaders naturels. Tu sais, fait que vous êtes devenus ces femmes-là pour d'autres mondes. Mais il y a peut-être du monde qui joue dans des régions où c'est encore un boys club. Est-ce qu'on a des conseils pour ces joueuses-là qui sont en devenir, mais qui vivent une barrière, là? Je sais pas quoi dire sans que ça soit vraiment dramatique. Mais ce que je veux dire aux jeunes femmes qui se sentent pas nécessairement soutenues, qui sentent qu'il y a pas nécessairement des gens qui les écoutent, que ce qu'ils veulent dire a de la valeur. Ce qu'ils veulent construire en impro a de la valeur. Puis parfois, faut mettre nos pieds à terre. Parfois, faut parler très fort, de pas avoir peur de le dire. Ben, quelque part, ça commence avec quelqu'un. Tu sais, si toi, t'avais jamais décidé de prendre la place, tu serais pas ici tout de suite, peut-être, tu sais. Non, surtout pas, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont juste abandonné l'impro parce qu'ils trouvaient pas qu'il y avait leur place. Ça fait, tu sais, faut pousser, faut continuer à pousser. Puis ça va avec les jeunes femmes, mais aussi s'il y a, tu sais, des nouveaux recrues, je sais pas, à l'impro. Juste exprimez-vous, puis ayez pas peur de poser des questions. Parce que j'ai souvent eu peur de juste poser des questions. Parce que quand on commence à poser des questions, puis réfléchir au jeu, que c'est là que ça devient intéressant. Ben, c'est tout le temps qu'on a. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'Impro Nouveau-Brunswick directement au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Improvisation NB sur Facebook.
Ça va être très facile à se trouver. On promet de lire et répondre à vos commentaires dans une émission future, du moins dans la version podcast où il y a toujours un petit peu plus de place, là, tu sais, là, la trame horaire sur Internet. Alors, écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Puis si votre station communautaire ne joue pas catégorie libre, ben appelez-les puis demandez-leur pour ça. Encore une fois, merci Caroline McNally pour s'être prêtée à l'exercice. Ben, merci Michel et merci Isabelle. Ça a été un vrai plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant avec une vedette de l'improvisation. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye! Je pense, là. Oui. Puis je peux pas le couper. Parce que... Non, je vais garder toute la pensée. C'est super dramatique au bout. Qu'on entende. Parce que c'est le dernier mot, puis là, je pense juste à des jeunes du secondaire qui sont dans leur salon en train d'écouter la radio, puis ils ont pas d'appui, ils sont pas soutenus, puis là, ils ont ma voix. Pas de pression. 1, 2. Non. Mais Isabelle peut répondre aussi. Oui. J'ai envoyé ça à tout le monde. J'ai pas plus de réponses, moi, là.